Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Art et les manières. Merci de continuer à nous écouter. Pour vous redire un petit peu, moi je m'appelle Lucia Passaniti, je suis actrice et je me pose beaucoup de questions concernant ce drôle de métier et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal d'avoir d'autres artistes avec qui en parler et avec qui pouvoir comprendre un petit peu tout ce qu'il y a en dessous, toutes les angoisses et autres méandres par lesquels on passe. J'avais envie d'un peu nous unir et aujourd'hui on est avec Cécile Cornet. Bonjour Lucia. Cécile, t'es née dans les Hautes-Alpes. T'es un peu passée par Paris pour finir à Marseille. T'es une jeune peintre haute en couleurs et indéniablement engagée. Tu dessines depuis toujours, mais la peinture, ça t'est venu plus tard, grâce à un atelier de la ville de Paris. Étonnamment, après ton bac, t'as été refusée de toutes les écoles d'art, ce qui t'a amené à faire un master en histoire du genre. Et fort heureusement, car c'est ce master qui a beaucoup participé au questionnement que l'on retrouve dans tes œuvres, si je ne dis pas de bêtises. Comment tu vas aujourd'hui ? Super, très contente que vous soyez là dans l'atelier. Yes, et on est très contente d'être là. Très très contente d'être là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton art ? Mon art, alors c'est essentiellement de la peinture, plutôt figurative, assez colorée. Je reprends beaucoup les codes de la publicité que je détourne en fonction des sujets sur lesquels je travaille. Et je travaille justement essentiellement sur des thématiques liées au foyer, au travail domestique et à la condition des femmes dans cet univers qui est l'intime. Ouais. Et là, justement, tu parlais des sujets. Est-ce que c'est d'abord que tu pars d'un questionnement et d'un sujet ou tu détournes dans quel sens les choses vont dans ta créature ? En fait, un petit peu comme je le fais de base en tant qu'historienne, ça part plutôt de résultats de recherche donc en sociaux et en histoire du genre. Souvent aussi des statistiques scientifiques directement sur lesquelles après je vais me baser pour faire mes peintures. Donc c'est d'abord, on va dire, le savoir avant la représentation qui arrive. Ouais. Comment tu les choisis ces sujets-là ? En fait, je lis énormément, je me renseigne énormément, et puis en fait, dès qu'il y a quelque chose qui me paraît, enfin voilà, une statistique ou une donnée, une information qui me paraît, qui va un petit peu m'énerver, en fait, c'est le moteur, c'est souvent la colère. En fait, ça part tout seul là-dessus, quoi. C'est un peu instinctif sur les choses qui vont vraiment me tenir à cœur, quoi. Ok. Est-ce que tu as eu des événements marquants ou des souvenirs, des choses importantes dans ta vie d'artiste en général ? Ouais, je pense que déjà quand j'ai passé mon oral pour du coup rendre mon mémoire en histoire du genre, ça a été un événement assez marquant qui est en fait encore au cœur de ma pratique aujourd'hui, puisque du coup comme je disais, mon travail d'historienne prend énormément de place dans mon travail d'artiste. Ensuite, la manière dont je suis arrivée à la peinture, on en avait un petit peu parlé. Donc quand j'ai fini mes études, je ressentais l'envie d'aller au bout du rêve que j'avais laissé tomber. Donc effectivement après le lycée, suite à de nombreux refus d'école d'art, et en fait c'est à l'époque donc j'habitais à Paris, et donc la ville de Paris proposait des ateliers artistiques gratuits à l'époque, je sais pas si c'est encore le cas, et donc à ce moment-là j'entends parler de ça, je m'inscris, et en fait il y avait plus de place à part en peinture. Moi je dessinais beaucoup mais j'avais jamais vraiment exploité la peinture, et en fait je me retrouve du coup dans une espèce d'établi assez étrange, enfin à Paris sous les toits, avec un groupe de 15 femmes assez âgées qui étaient venues essentiellement pour kiffer leur retraite, et en fait là on m'a donné accès à genre de la peinture, des chevalets, des toiles illimitées, et en fait juste on pouvait faire ce qu'on voulait, et ça a été un peu un point d'ancrage du début, où j'ai vraiment eu la révélation de ok, c'est vraiment la peinture, quoi. Ouais, c'est vraiment été ça, quoi, une révélation. Ouais, exactement, exactement. C'était, je pense, la première fois que je faisais quelque chose dans lequel je voyais ni le temps passer, qui me demandait aucun effort, en fait. Vraiment, et en fait c'est encore le cas aujourd'hui. Oui, j'allais te demander, ça n'a pas bougé, ça c'est toujours pareil. C'est toujours, et c'est mon moteur principal, c'est quand je suis avec mon pinceau, juste le temps s'arrête jusqu'à ce que j'ai sommeil ou qu'il faut absolument que je mange. Mais c'est resté vraiment une passion, en fait. Ouais. Moi aussi, ça, je crois que j'avais jamais découvert ce que ça voulait dire la passion avant ça, en fait. Tu penses que si un jour ça devait s'arrêter, même si ce serait peu probable, tu changerais, tu ferais autre chose? Tu veux dire la peinture ou Ouais, si à un moment tout d'un coup tu te mettais à plus autant kiffer te mettre devant ton chevalet, si tout d'un coup tu perdais cette sensation-là, est-ce que tu chercherais à retrouver un autre endroit où t'animais de la même manière ou pas? J'ai du mal à voir comment ça serait possible. Néanmoins, par exemple, j'ai une phobie, ça doit être une phobie de peintre, qui est si j'ai un problème à mon bras droit ou à la main, physique qui m'empêche de peindre. Je pense que globalement, j'irai dans tous les cas vers quelque chose qui est en rapport avec l'image. Donc après, ça peut prendre d'autres formes, le cinéma, la photo, même la direction artistique, mais en tout cas, ça serait quand même autour de l'image, je pense. Ouais. C'est quelque chose, tu penses à ça?
Au fait qu'un jour, il pourrait t'arriver quelque chose. Ouais, j'y pense souvent. J'ai eu un accident il y a quelques années de la route où voilà, le premier truc que j'ai dit dans la voiture de pompier, c'est que je demandais est-ce que mon bras va bien, quoi. C'était vraiment ma phobie et c'est vraiment quelque chose sur lequel je fais très attention. Ouais. Je pense que si un jour je perce, je prendrai une assurance en mode comme les footballeurs pour le bras. Membre. Voilà. Les footballeurs, Mais ils ouais. ont ça existe. Ouais, ils ont ça pour leurs jambes, ils assurent leurs jambes. Ça veut dire que s'ils ont un problème, même si c'est passager, ils se cassent une jambe, bah ils sont payés quand même. Il faut. Bon, après, je pense que ça serait pas la même somme débloquée par l'assurance. Hein. Ah bon? Ouais. On donne pas autant On aimerait. football, Bizarre. Putain. Ah oui, je savais pas qu'il y avait cette phobie. C'est tellement cohérent. Et après, c'est peut-être moi qui fais un focus là-dessus, mais ouais. C'est lié à cet accident, tu penses d'ailleurs? Je pense, et aussi j'ai eu pas mal de problèmes. La meuf qui a plein de problèmes. J'ai eu pas mal de problèmes aux genoux pendant une époque. Du coup, j'étais souvent en béquille et en fait, j'avais un peu cette sensation de quand je suis pas capable d'être à fond dans quelque chose et que du coup, on est obligé de m'aider. C'est quelque chose qui est très frustrant pour moi et qui m'a un peu traumatisée, je pense, là-dedans, quoi. Enfin, voilà. Bon, après, ouais. Est-ce que tu te souviens de ton premier amour avec l'art? Mon premier coup de cœur d'une œuvre, je veux dire, par exemple. Ça peut être le premier coup de cœur d'une œuvre, ça peut être, je sais pas moi, la première fois que t'as fait un dessin petit et où tu t'es dit, waouh, le premier. En fait, déjà, il faut savoir que je pense que si j'en suis là, je le dois beaucoup à ma maman qui m'a déjà de toute façon toujours encouragée à être dans des pratiques manuelles, etc. Mais je le dois aussi beaucoup à ma maîtresse de primaire qui s'appelle Odile, voilà, et qui est artiste d'ailleurs aujourd'hui, voilà, qui n'est plus maîtresse, mais en tout cas qui fait de la peinture sur soie. Et en fait, elle m'a toujours encouragée. Dès que en fait j'étais à l'école, je dessinais tout le temps, et c'est vrai qu'elle m'a toujours encouragée. En ayant vraiment des éloges sur moi. Donc je pense que ça m'a donné vachement confiance en moi à ce moment-là sur le fait que j'avais des capacités. Elle parlait beaucoup du après à ma mère où elle disait voilà, ça serait bien qu'elle continue là-dedans. Et je pense que c'est hyper important pour le coup que dès le plus jeune âge on encourage. Et d'ailleurs peu importe que ça soit dans l'art ou autre chose, mais quand t'es encouragé dans une voie, même si de base c'est pas celle qui t'était prédestinée parce que t'as pas grandi dans un milieu culturel, etc. En fait c'est hyper important parce que ça forge des parcours. Enfin en tout cas moi ça a été voilà. Oui, et puis ça t'a permis d'y croire, ça t'a permis de te dire de me sentir légitime en fait. C'est ça. En fait, elle m'a apporté une légitimité que je pense j'aurais pas forcément eu en fonction du milieu dans lequel j'évoluais à l'époque, quoi. Et est-ce que du coup cette légitimité qu'elle t'a donnée et cette confiance, c'est quelque chose qui est resté ou ça a quand même fait des va-et-vient, t'as quand même été face à ça? Ça a quand même fait des va-et-vient déjà quand j'ai essuyé tous mes refus d'école d'art, voilà. En vrai, j'étais à l'époque du coup, c'était il y a longtemps, mais donc j'étais en spé art plastique au lycée et je voulais vraiment continuer là-dedans. Ça m'a vachement freinée et d'ailleurs au moment où j'ai eu toutes les réponses négatives, au final après je suis partie à la fac et en fait j'ai pas touché un crayon pendant 5 ans. Wow. Donc j'ai arrêté complètement le dessin. J'ai tout arrêté. Après, j'avais quand même une appétence qui était restée, j'allais souvent voir des expos. Enfin, j'étais quand même rattachée à ça, mais je m'autorisais plus à dessiner en fait. Donc ça a eu des va-et-vient, mais en tout cas aujourd'hui, je pense que c'est encore. En tout cas, ça a laissé une graine dans ma tête d'enfant que c'était possible, quoi. Et ça t'a pas trop manqué à cette période-là, ou c'était juste un blocage, ça t'a fermé une porte et tu l'as réouverte? Ouais, je pense qu'il y avait une forme de déni où je me posais pas forcément la question. Puis en fait, j'étais aussi, en vrai, j'ai apprécié, j'ai adoré mes études d'histoire du genre, donc en fait, j'étais aussi dans un endroit où je me sentais bien, donc c'était pas grave si ça passait au second plan. Enfin, à ce moment-là. Ouais. Et c'est quand t'as fait l'atelier de la ville de Paris, tu t'es remise à dessiner ou entre les deux déjà t'avais déjà un peu repris Non, vraiment, j'avais comme cette idée en tête qui était restée depuis toujours. Je savais que je dessinais bien puisque voilà, je pense que c'est quelque chose qui se perd pas quand tu l'as fait une bonne partie de ta vie et c'était vraiment venu comme ça. Donc en 2019 à l'époque des ateliers. Oui. Voilà. Oui, en plus c'est ce que tu disais, c'est que c'était là où il y avait de la place, quoi. C'est pas oui. que t'as choisi. Oui, exactement. C'était là où tu exactement. Ouais. La vie, elle t'a dit viens. Voilà. En fait, j'aurais pu finir en sculpture et autant j'aurais jamais eu ce coup de cœur là, quoi. Bon, peut-être j'y serais arrivée à un autre moment, mais probablement. Mais quand même, c'est assez fou. La vie est bien faite. J'adore. Pardon. Et est-ce que du coup tu te souviens du jour où t'as vraiment pris la décision d'en faire ton métier? Oui, alors du coup
quand j'ai fini mon master en histoire du genre, j'ai eu 1 an où j'ai travaillé dans la communication culturelle, donc à Paris. J'étais en CDD à l'époque et en fait le jour où ils m'ont proposé de continuer avec eux en CDI, c'est le jour où j'ai compris que en fait j'allais juste tout arrêter et que en fait j'allais être artiste. Et j'avais à ce moment-là droit à 1 an de chômage, il me semble, à l'époque. Et du coup je me suis dit en fait là c'était le moment, c'était ok, t'as 1 an pour trouver ta voie. Et c'est pour ça que je m'étais inscrite aux ateliers de la ville de Paris, parce qu'à ce moment-là il fallait trouver ce dans quoi je me sentais bien. Je savais que ça serait une voie artistique, mais je savais pas quelle forme ça allait prendre à ce moment-là. Donc c'était vous ne m'enchaînerez pas. Exactement. Exactement, c'était le 31 décembre. Je m'en souviens. Putain, 31 décembre, c'est beau. Ouais. C'est vraiment un cycle. Allez, hop là. Mais parce qu'en plus, il y avait, en vrai, c'était quand même un peu une prise de risque, parce que pour la première fois, ce job-là, qui avait des bons côtés, c'était la première fois que je faisais un travail bien payé, reconnu socialement, que je sortais aussi un petit peu du milieu dans lequel j'avais grandi, où voilà, j'avais fait des études et j'allais enfin toucher l'indépendance financière, la reconnaissance sociale, etc. à Paris, nanana. Donc en vrai, il y avait quand même c'était un défi pour moi en tout cas, je pense, heureusement, je m'en rendais pas compte, je crois, parce que sinon j'aurais pas, si j'avais conscience. Tu paniquer et te dire, ah non, je sais pas. Après, aujourd'hui, je regrette absolument pas, évidemment, mais je pense que si je m'étais vraiment posée en mode, ok, on met la raison avant le cœur, je sais pas si j'y aurais été, quoi. Mais bon, voilà. Mais du coup, c'est vrai que la question suivante, c'était, est-ce que c'était une décision difficile à prendre? En vrai, non. C'était, forcément, c'était un peu effrayant, c'était un peu un saut dans le vide, mais en vrai, je crois que ça s'est fait, c'était sûr, quoi. C'était là. En fait, c'était là depuis longtemps. Il y a beaucoup d'évidence, j'ai l'impression. Ouais, oui. Ouais. Il le faut. Ouais, il le faut. Allez, on y va. Grave. On va voir ce qui se passe. Grave. Et là, aujourd'hui, t'en vis pleinement? J'en survis, je dirais ça. Mais c'est déjà bien parce que du coup, j'ai arrêté le travail alimentaire il y a 2 ans maintenant. Donc, quand je dis travail alimentaire, c'est vraiment des jobs qui n'ont rien à voir avec le milieu artistique. Après, aujourd'hui, je continue des missions, comme on en parlait tout à l'heure avant le podcast, mais de par exemple d'ateliers dans les écoles ou ce genre d'intervention, mais ça reste quand même au moins dans le milieu artistique. Et donc, oui, je dirais que j'en survis parce que j'arrive à gagner ma vie. Après, en vivre confortablement, c'est pas encore le cas, mais je pense que j'ai déjà beaucoup de chance. Je vends pas mal aussi, donc ça c'est Tu manques pas de nourriture, t'arrives à toujours rentrer dans tes frais comme ça dépend des périodes. En fait, il y a toujours des moments où je sais jamais à l'avance combien de temps ça va continuer et combien de temps je vais pouvoir tenir sans taf alimentaire. Et en fait, juste au moment où hop le découvert est à fond et que là ça commence à être compliqué, en fait hop j'ai une bonne nouvelle qui me fait remonter et je suis là putain yes, encore 2 mois de répit. Allez. Encore une fois, la vie, elle est bien faite. Et en fait, en plus, dans ces moments-là, c'est même pas, parce qu'au final, la précarité, ça fait tellement longtemps que je suis dedans que c'est pas que je m'y suis habituée, mais bon, voilà, elle est là. Mais par contre, le fait de devoir travailler et faire un autre travail que ma passion, c'est ça pour moi le pire. Et du coup, dès que j'ai une rentrée d'argent due à mon activité, je me dis, putain, yes, encore 2 mois où tu vas pouvoir bosser dans ton atelier et peindre, en fait. C'est ça qui est le plus... Ouais, exactement. Ouais. Parler de la précarité, ça c'est juste un truc où en fait, en tant qu'artiste, on s'habitue à ça, quoi. Exactement. Ouais. C'est problématique, d'ailleurs. C'est pas normal. C'est triste en fait, mais on s'habitue à ça. Et est-ce que t'arrives quand même aujourd'hui, dans les moments, parce que c'est fou, on vit tous vraiment cette chose-là, t'as des moments où ça se passe bien. Et t'as toujours envie de te dire que quand ça se passe bien, c'est bon, t'es arrivé. Et puis juste après, tu te reprends des moments d'angoisse. Est-ce qu'aujourd'hui, ces moments d'angoisse-là, où tu sais pas trop quand est-ce que tu vas retravailler, ressortir de l'argent, rentrer de l'argent, etc. Est-ce que maintenant, t'arrives quand même à te dire, attends, ça va, à chaque fois, ça revient? Ou est-ce que tu t'es prise dans l'angoisse et c'est... Ça, c'est très récent. Je pense qu'avant, c'était tout le temps beaucoup de crises d'angoisse. Je pense que ma première angoisse, c'était mon loyer. Parce que, voilà, par rapport à mon histoire familiale, le fait d'avoir un toit sur la tête, c'était une angoisse déjà de base depuis enfant. Et du coup, le fait de toujours réactiver ça, c'était souvent des choses qui m'empêchaient de dormir, quoi. Et maintenant, je pense depuis à peu près, depuis que je suis dans cet atelier, en fait, et que j'ai un espace un peu plus safe et très identifié, dans lequel, voilà, je suis confortable et que je peux payer aussi. J'ai l'impression que mes angoisses, elles se calment et j'accepte qu'en fait, ce système de vague où des fois t'es en haut de la vague et tout va bien, t'as des bonnes nouvelles, t'as des rentrées d'argent, il va être suivi d'un creux de la vague. Et maintenant, quand il me traverse, j'arrive beaucoup mieux à gérer l'angoisse. C'est un cycle et que ça va exactement. Je sais que ça y est quand même là, ça fait quand même du coup bientôt 6 ans que c'est lancé. Il y a pas de raison que d'un coup plus personne ne m'appelle pour faire d'expo et que plus personne n'achète. Enfin voilà, j'essaie d'être confiante sur mes appuis, quoi. Okay, je vois. Et
Sauf quand je suis en SPM. Parce que quand même, on est des femmes, faudrait pas que ce soit trop facile. Voilà. Là, tout vacille, mais bon. Tes SPM, à toi, ils sont violents? Ouais, ils sont violents. Mais ils durent 2 jours, donc ça va. C'est 2 jours quand même, mais voilà. c'est 2 jours. C'est intense, mais c'est 2 jours. C'est pas 2 semaines. Ouais. Alléluia. Et c'est quoi ta toute première expo? Où moi j'ai exposé. Ouais. Alors ma première expo c'était à la Galerie Continua à Paris, enfin au Moulin. Du coup en 2020, je venais de rentrer à Courtrajmé. Du coup, on n'en a pas encore parlé, mais donc effectivement, quand j'ai décidé de me lancer, donc en 2019, ensuite j'ai intégré la formation à l'école Courtrajmé dans la section art et images. Et en fait, au bout d'une semaine, on était rentré. C'était vraiment ça la pédagogie de la formation. Ça faisait une semaine qu'on était rentré en cours. JR nous dit bon bah voilà, dans une semaine, vous avez une expo à la Galerie Continua, qui est quand même une des plus grandes galeries internationales. Vous avez 5 jours pour produire quelque chose. Ok, donc là, moi, je n'avais jamais montré mon travail vraiment, de manière conséquente dans une expo. Donc, bah, je l'ai fait, voilà. T'as pas le choix, donc tu le fais. Voilà, donc je l'ai fait. Et en vrai, c'était un souvenir de ouf. Enfin, la première expo, c'est vraiment, ça reste, quoi. Enfin, ouais. L'émotion, ça va être un mélange d'adrénaline, de panique, Et en même temps, dans un sens, t'as tellement pas le temps, parce que t'as que 5 jours pour monter ça et en plus montrer à tout le monde, que du coup, t'as pas le temps d'angoisser. En fait, c'est là, bah là, tant pis, on va pas dormir, on va produire et puis voilà, quoi. Ça, c'est voilà. génial. Et tu t'es sentie à ta place? Ouais. Carrément. En plus, pour le coup, bon, maintenant, j'ai eu pendant longtemps un peu un syndrome d'imposteur, en mode j'ai pas fait les beaux-arts, est-ce que je suis légitime, etc. Puis en fait, maintenant que je suis un peu plus intégrée et que j'ai beaucoup d'amis artistes qui, eux, ont fait les beaux-arts, je me rends compte à quel point j'ai eu de la chance, justement, de faire Courtrajmé et de pas les faire. Déjà pour toutes les questions de violence qu'on connaît, évidemment, mais aussi parce que, du coup, en fait, il y avait de base, à Courtrajmé, le leitmotiv, que ce soit dans la section cinéma ou art et image, c'est l'art et politique. Du coup, forcément, en fait, on n'était jamais freiné dans les messages au contraire, on était encouragé à avoir des choses à dire, etc. Donc, je me sentais complètement à ma place. Enfin, c'était, voilà. Et d'ailleurs, est-ce que du coup, là-bas, c'est ce que je viens de dire, mais il t'aidait donc vraiment à toujours te poser la question de la politique. Ouais. Autant, j'imagine, dans ta manière de créer, de produire, que de ce que tu veux raconter. En fait, on t'aiguillait pas, on n'allait pas intervenir dans ce que tu avais à dire. Donc, on allait t'aider sur l'aspect professionnalisant, voilà, comment on monte une expo, comment on fait un portfolio. Il n'y avait pas de cours de technique, d'ailleurs, pas de cours de peinture, pas de cours, voilà. C'était vraiment, ils considéraient qu'on est déjà des artistes, on était 12 par promotion sélectionnés. Donc en fait, eux, ils venaient plus pour nous inclure dans le milieu de l'art contemporain, puisque vu qu'on n'avait pas eu le réseau voilà, soit nos origines sociales, soit parce qu'on n'a pas fait d'école avant, bah en fait, c'était ça. Mais du coup, on était vachement poussés aussi à verbaliser comment tu expliques, le sujet sur lequel tu travailles. C'était vraiment. Ok, c'est vraiment en fait, c'est 6 mois, c'est ça 6 mois, ouais. Et ces 6 mois, en fait, on te donne tout plein de clés pour rentrer dans le monde professionnel. Exactement. Et les cours, c'était, on avait quand même des cours avec des profs sur plein de sujets, mais on avait aussi beaucoup de masterclass avec des artistes du coup invités qui venaient et qui nous parlaient aussi beaucoup de la vie d'artiste. Donc il y a ça aussi, parce que j'ai l'impression qu'au Beaux-Arts, on te prévient pas forcément sur qu'est-ce que ça va être la réalité dans ta vie d'artiste. En fait, c'est quand même un des seuls diplômes où t'as un bac+5. Pour autant, t'es pas sûr d'avoir un travail, on est genre 7%. Ouais. C'est comme si on disait aujourd'hui, il y a que 7% des médecins qui sont payés, quoi. Enfin, ça paraît lunaire, voilà. D'ailleurs, tout le monde serait catastrophé. Voilà. Et du coup, là, pour le coup, on avait vraiment ce rapport à la vie d'artiste qui était un peu plus présent, je pense. Enfin, ça a été très aidant. Tu recommandes donc? Je recommande, ouais. Malheureusement, la promotion s'est arrêtée juste après moi. Enfin, il y a eu 2 ans de promo. Et là, ils viennent de réouvrir. Voilà. Mais du coup, là, ça recommence, ils viennent de réouvrir. Okay. Mais j'ai l'impression qu'ils sont, du coup, entre-temps, JR travaille plus à Courtrajmé. Enfin, voilà, il y a eu plein d'autres, parce qu'en fait, on a eu aussi beaucoup de chance. Quand il a monté la section, c'était le Covid. Et du coup, en fait, il était en France. Il avait pas le choix que d'être en France. Donc, il était très présent. Et maintenant, il a repris ses projets, La vie continue. C'est quand même un artiste, voilà. Très demandé. Fait de plus en plus, donc. Ouais. Donc là, j'ai l'impression qu'ils sont, là, ça vient juste de réouvrir. Ils sont dans une autre pédagogie, mais on va voir ce que ça va donner. Je les ai pas encore rencontrés. J'ai hâte. Ça va être trop chouette. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler, parce que là, donc, on est dans ton atelier, tu es en résidence en ce moment à Marseille, est-ce que tu peux nous en parler, nous présenter un peu tout ce truc-là et nous parler de comment ça se passe pour toi? Effectivement, donc du coup, je suis en atelier, en résidence à Artagone, Marseille. Ouais. Et du coup, depuis mars 2024, donc là, on est sur la fin de la résidence, on va quitter les lieux, malheureusement, en septembre 2025. Et en fait, en vrai, c'est vraiment le Graal pour les artistes émergents. Donc, on est une 30aine d'artistes sélectionnés sur un appel à candidature, et donc on
bénéficie d'un espace d'atelier du coup, qui est donc là pour cette année dans une ancienne école maternelle. Donc faut se figurer un petit peu genre des grandes salles colorées avec encore plein de petits lavabos, des petites toilettes pour les enfants. Mais du coup c'est très joyeux. On a une cour aussi, avec encore les jeux d'enfants dedans. Donc c'est quand même un endroit de travail qui est idéal quoi. Et c'est très calme, on est trop bien. Ouais. Donc ça, t'as fait ton appel à candidature, t'as été reçu ici, et c'est juste, on te file les clés, et puis tu peux venir quand tu veux, et créer. Exactement. En fait, en vrai, de toutes les résidences que j'ai fait et globalement les gens que j'ai rencontrés dans le milieu de l'art, j'ai toujours eu cette sensation à Artagone parce qu'avant du coup d'être là en résidence à Marseille, ils avaient aussi ouvert une résidence dans le Loiret qui était une résidence plus courte, c'était 2 semaines plus pour de la recherche. En fait d'ailleurs c'était une des rares résidences auxquelles j'ai candidaté où en fait il y avait pas d'attente. Tu pouvais venir, d'ailleurs c'était écrit dans l'appel, vous pouvez venir pour vous reposer après une période intense. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quand même un soin qui est donné aux artistes parce que du coup l'équipe globalement d'Artagone et même les directrices sont beaucoup dans le questionnement de comment on peut faciliter la vie des artistes qui est déjà hyper compliqué. Et c'est des petits trucs, mais on ressent trop le soin, par exemple. Du coup, quand on est entré là, à Marseille, donc on est dans ces grands ateliers, tout est à notre disposition. Et par exemple, c'est Artagone qui s'occupe du café, du papier toilette. Et ça paraît bête, mais en fait, c'est aussi des choses de la vie collective, du coup, qui sont déjà gérées pour nous. Comme si, en fait, on nous ouvrait les portes et on essayait de nous mettre au max des moyens proposés pour qu'on puisse travailler dans des bonnes conditions. Et ce soin-là, on le retrouve rarement. Oui, ça c'est vraiment propre à ici. Ouais, c'est vraiment un truc du soin, de penser. Il y a une charte aussi contre les violences sexistes et sexuelles. Il y a plein de choses qui sont mises en œuvre. Par exemple, on a fait des portes ouvertes là pendant Artorama, qui est la foire d'art contemporain à Marseille, donc l'été dernier. Et en fait, si jamais on voyait qu'il y avait un problème dans le public qui venait, en fait, on pouvait le signaler. Il y avait vraiment une attention qui était donnée à ça pour que ça soit un espace safe, en fait. Ouais. Après, comme partout, il y a toujours, il peut y avoir des mauvaises expériences. Moi, j'en ai jamais eu, mais en tout cas, ils sont très attentifs à ça, ouais. Avant ça, t'as fait ton lot de résidence quand même Aussi longue, non. J'ai été en résidence avec les ateliers Médicis en 2023, pour création en cours. Donc c'est justement moitié résidence d'artistes, moitié atelier avec les enfants. Donc voilà. En vrai, j'ai fait quasiment aucune résidence logée où je dormais sur place, c'est plus le système d'atelier. Et là, depuis que je suis à Marseille, avant Artagone, je travaillais chez moi, dans mon appart. Et d'ailleurs, là, tu parles du fait que tu es à Marseille. Comment ça se passe pour une artiste aujourd'hui dans l'art contemporain d'être à Marseille? Est-ce que tu as les mêmes opportunités que des artistes qui vivraient à Paris? Comment ça se place, tout ça? Alors non, effectivement, il n'y a pas les mêmes opportunités. Déjà, il n'y a pas les mêmes moyens financiers de la ville. Même si on a été élu capitale de la culture en 2013, j'ai l'impression que c'était il y a bien longtemps parce que en vrai, en termes de subventions, là, surtout récemment, depuis tous les changements politiques et les nouveaux ministères de la culture, en vrai, la plupart des subventions qui permettent aux artistes d'avoir des résidences, de travailler plutôt dans le social ou ce genre de choses qui étaient forcément rémunérateurs pour les artistes, c'est en train de sauter, donc c'est compliqué d'un point de vue financier. Et même au niveau des expositions, il y a beaucoup moins de lieux d'exposition. Clairement, l'argent et aussi, j'ai l'impression, l'intérêt de la France et sur Paris, c'est encore hyper centralisé au niveau culturel, donc non, les opportunités sont pas les mêmes. Et aussi un peu, même si j'adore mes collègues marseillais, il y a un peu ce truc où on ressent encore plus l'entre-soi à Marseille parce que vu qu'on est encore moins, j'ai l'impression qu'à Paris, pour y avoir été 6 ans, il y a plusieurs groupes en fait dans le milieu artistique différents qui se côtoient plus ou moins, mais il y a plusieurs groupes proposés. Et en fait, à Marseille, il y a vraiment que un groupe. Et donc soit t'en fais, soit ça fait partie. Exactement. Et il y a un truc, je pense que c'est pas voulu de la part de la communauté artistique de Marseille, mais en fait quand toi t'arrives en tant que néo-marseillaise, c'est très opaque et c'est très compliqué de rentrer dedans, d'être identifié comme une artiste qui réside à Marseille, etc. quoi. T'en as souffert de ça au début? Un petit peu, ouais. En vrai, ça a commencé vraiment à se résoudre depuis que je suis à Artagone parce que du coup ça m'a permis de rencontrer officiellement plus d'artistes marseillais. Validé, c'est bon, t'es dedans. Exactement. Mais du coup il y a quand même besoin encore de cette truc de validation justement dont tu parles qui est un peu qui existe quand même. Ouais. C'est rigolo ça quand même, on est dans un milieu où on sait que c'est dur, on en chie tous, mais on finit toujours tous par se discriminer entre nous, c'est quand même exactement. particulier.
Et ça, c'est un truc sur lequel moi j'essaie de travailler à fond pour pas reproduire ça. Enfin, tu vois, quand je suis arrivée à Artagone, premier jour, j'ai fait tous les ateliers pour me présenter, parce qu'en fait, je suis là, on va bosser à côté pendant 1 an et demi, autant qu'on soit ensemble. Enfin, tu vois, même on est tout le temps mis en compétition dans les appels à candidature, dans les expos, tout ce que tu veux. En fait, ne reproduisons pas ça. Moi, je préfère 1000 fois que ça soit des gens que je connaisse qui aient tel prix, plutôt que des gens que je connaisse pas. Donc autant qu'on soit tous amis et collègues, et en fait, on est ensemble là-dedans. Donc c'est un peu ma vision des choses, mais elle est peut-être un peu bisounours parfois. Non, mais c'est bien d'être un bisounours, ça fait bien dans notre monde, surtout. Il y a de la violence de partout, c'est génial. Et tu parlais du ministère de la Culture, là, tu le sens, toi, directement dans ta manière de travailler, la petite descente aux enfers qu'on fait depuis quelques années, tu le sens? Complètement. Bah là, c'était très concret. Par exemple, les ateliers là que je donne dans l'école en ce moment, qui est une école du coup maternelle à Marseille, du coup ça dépend du Pass Culture. Et en fait, l'année dernière, donc j'ai travaillé avec eux via le Pass Culture. Entre temps, c'est ce qui s'est passé, coupe budgétaire, et encore en PACA, on n'est pas les plus touchés, mais quand même, je crois que c'est 7% ou entre 7 et 10% du budget qui a été coupé. Et en fait, jusqu'à 2 semaines avant que je commence les ateliers, on savait pas si j'allais pouvoir. Voilà. Sachant que ce budget-là, enfin en tout cas moi, cette rentrée d'argent, elle va me durer pour tout l'été. Donc c'est une rentrée d'argent qui est hyper nécessaire, et enfin voilà, dont je suis tributaire. Et en fait, jusqu'au dernier moment, je savais pas si ça allait passer. Il y a aussi la résidence Rouvrir le Monde, pareil, où t'avais beaucoup d'artistes l'été qui travaillaient dans les EHPAD, etc. Où pareil, on n'a pas de nouvelles, donc il y a des choses concrètes. La pire info que j'ai vue, bon, ça me touche pas directement, mais forcément, je me sens quand même concernée, c'est du coup, il y a une antenne marseillaise de l'école Courtrajmé à Marseille. Et en fait, là, ils viennent la région a coupé leur subvention parce qu'en fait, ils avaient écrit en écriture inclusive sur leur site. Et ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose dont on parle pas du tout. Mais en fait, là, il y a des nouvelles réformes sur la question de l'écriture inclusive. Et de plus en plus, les régions ont le droit de refuser des dossiers, que ça soit des artistes, mais même pas que dans l'art, si jamais les dossiers sont écrits en écriture inclusive. Et donc là, on a eu des AG, du coup, avec, toutes les associations, type La Buse, etc., récemment, où on parlait de ça et on disait, attention, enfin, du coup, ça devient vraiment encore plus politique de postuler avec une écriture inclusive. Et la subvention, c'est 75 000 € qui a sauté pour l'école. Wow. Donc oui, pour moi, c'est très concret. Enfin, on le ressent, quoi. Pardon, je suis en colère. Ouais, non, c'est franchement. Moi, j'étais là, genre limite, c'est un prank. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est fou parce que en fait, on est très gentiment, très doucement, on fait passer. En fait, on vit les mêmes choses qu'aux États-Unis, complètement, de façon beaucoup plus entre guillemets modérée. Du coup, c'est comme si c'était pas grave, alors que c'est tout aussi grave, si ce n'est pire, parce que du coup, quand tu mets du temps à mettre les choses en place, elles sont plus pérennes. Ah, c'est insupportable. D'accord. Ouais, non, la censure, on la vit bien. Oh, c'est putain. Je suis très en colère. Tu veux que je te donne une toile? Tu veux de la peinture? Grave. Enfin, moi, ça va faire des splashes, ce sera un peu moche, mais... C'est ok. Pourquoi pas. Ok. Toi, t'as fait quoi d'apprendre que t'allais être exposée dans des lieux comme le 104? Enfin, je saute complètement du coq à l'âne. Mais... Oui, j'adore. En vrai, grave contente. Enfin, moi, dans ces moments-là, juste, j'appelle ma mère et je suis là, maman, je vais être exposée au 104, genre. Bon, ce qui est drôle, c'est qu'elle a pas toujours la notion, genre, elle est autant contente sur une petite expo montée par un collectif au fin fond de la France que le 104, pour elle est contente pareil. Mais moi, c'est toujours beaucoup de fierté. Ça me ramène de la confiance en moi. Et juste après cette étape de joie, là, c'est pression. Voilà. Mais non, ça a été une grosse étape aussi de ma vie, quoi. Bah ouais. Parce que normalement, tu peux le garder bien en tête pour te sentir légitime quand t'as un petit doute. Exactement. C'est pas mal. Ça t'arrive encore d'avoir envie non, t'as jamais envie d'abandonner, en fait. Toi, j'allais dire, ça t'arrive encore, mais non, t'as envie d'abandonner. En vrai, jamais aussi fort que, enfin, je me pose pas sérieusement la question. Après, j'ai des gros moments de découragement. Je pense que ce qui m'a le plus donné envie d'abandonner ces dernières années, c'était la question personnelle de la famille, par exemple, par exemple, d'avoir un enfant. Enfin, en fait, des fois, je me dis, ok, on fait tout ça, mais est-ce que je vais pas me réveiller un jour à 45 ans et en fait, finalement, j'aurais peut-être eu envie d'avoir une vie de famille, mais j'aurais jamais pu, parce qu'en fait, pour les raisons qu'on connaît, quoi. Enfin, juste, voilà. Exactement, donc il y a un peu ça, je me dis, est-ce que le sacrifice en vaut la chandelle sur le point de vue personnel, même au niveau de mes amis, de ma famille, pour qui en fait j'essaie d'être disponible au maximum, mais en fait ils savent très bien qu'à la veille je peux annuler tel et tel rassemblement familial parce qu'en fait j'ai une expo qu'on m'a proposée au dernier moment et en fait ça passe toujours avant. Donc la question de faire passer son travail avant toute chose qui existe dans ma vie, je me pose quand même parfois la question, mais par contre non, abandonner vraiment, en fait pour moi c'est ça ou rien, c'est ça ou la rue à la limite, mais c'est ça ou rien, pas d'autres possibilités. Donc, tu penses que c'est pas compatible d'être mère et d'être artiste? Je pense que dans l'état actuel du monde de l'art ça n'est pas compatible. Après,
si déjà de toute manière globalement être mère, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, tant qu'en fait on n'aura pas politiquement fait en sorte que on puisse élever des enfants dans des bonnes conditions, que voilà le travail domestique, la charge mentale, le congé maternité qui est toujours plus long en France que celui des hommes. En fait, tant qu'on n'aura pas réglé cette question-là, de toute façon, c'est une perte et ça demande un sacrifice pour les femmes, chose que je trouve extrêmement injuste, d'autant plus dans l'art, puisqu'en fait, de toute façon, en fait, on a des chiffres déjà, il y a tellement d'études qui sont sorties là-dessus sur la réalité de une fois que les artistes femmes ont un enfant, bah, qu'est-ce qui se passe dans leur carrière? Ben voilà, on connaît la suite. Donc juste pour l'instant, non, ça me paraît, c'est pas impossible évidemment, mais c'est très très difficile. Ouais, je pense. Et en plus de ça, si on revient sur la question de l'abandonner, quand tu vois les dernières, là, ce dont on parlait justement, les dernières données politiques des subventions dans l'art et des moyens qu'on nous donne et des différents modes de censure qui sont gentiment en train d'arriver, est-ce que ça peut parfois te décourager ou est-ce qu'au contraire t'es encore plus en colère et tu te dis encore plus on va y aller? Ouais, non, ça me galvanise, ouais. Ça me galvanise. Et en fait, je pense que ça a encore plus accentué ma politisation. J'ai l'impression parce que du coup, il y a une forme de aussi où je suis concernée encore plus. Enfin, je sais pas, ça a galvanisé quelque chose encore plus, je pense. Si demain t'es invité à l'Élysée, tu vas ou pas en tant qu'artiste? Soit j'y vais pour ouvrir ma gueule, soit j'y vais pas. Je sais pas, c'est une bonne question. Hein. Franchement, c'est une bonne question. Ne pas y aller, c'est une vraie réponse aussi. Ouais, mais en fait, c'est ça, tu vois. Alors pour le coup, je suis pas du tout jugeante là-dessus parce que par exemple, en fait, là, on parle clairement de collaboration, tu vois. Oui. Bon, je peux mettre le mot, je pense. Mais en fait, cette question, elle se pose dans tout parce que, au-delà de là, en France, etc., le marché de l'art, de base, c'est un marché qui est ultra capitaliste. Donc, déjà, de base, faut pas croire qu'on est anti-système quand on est artiste. En réalité, on fait partie d'un tout. Et tu vois, souvent, je trouve qu'on jette un peu la pierre sur des artistes parce que, par exemple, ils vont collaborer avec telle marque ou alors, tu vois, ils vont travailler avec tel mécène qui, en fait, est le patron de machin, En vrai, il faut qu'on mange. Bah, Donc après, oui, moi, j'ai déjà refusé des collaborations pour des raisons éthiques, mais ça fait mal, quoi. Et du coup, je juge pas les artistes qui, pour le coup, vont peut-être aller à l'Élysée serrer la main de Macron ou autre, parce que en fait, à ce moment-là, ils ont besoin de telle chose ou je sais pas. Voilà. Oui, juste ça. Comme il veut et comme il ouais, peut. En tout cas, c'est plutôt comme il peut. Comme il peut que comme il veut. Ouais. Et t'as réussi à refuser toutes les collaborations qu'on a pu te proposer ou tu pourrais finir par Alors, en vrai, pour l'instant, je l'ai jamais fait, de travailler avec des marques. Je ferme pas la porte, suivant la marque, suivant l'intérêt. Si c'est pas juste du féminisme washing, pourquoi pas. En l'occurrence, les propositions que j'avais eues, je veux pas citer, étaient extrêmement problématiques. Ne serait-ce que la marque était problématique. C'était même pas que les personnes qui ont fondé l'entreprise. C'était, voilà. Donc, là, c'était pour le coup, c'était non. Mais ça a été très dur, parce que c'était un contrat, à l'époque, 30 000 €. Donc, autant dire que ça aurait changé mon année, voire mes 2 années. Donc j'ai quand même réfléchi, pas longtemps, mais j'étais en mode ok, est-ce que là, est-ce que finalement des fois prendre l'argent un peu Robin des Bois, tu sais, prendre l'argent pour le réinvestir dans autre chose, mais en fait non. Bravo. C'est pas facile à faire. Ce qui veut pas dire encore une fois qu'on jette la pierre à ceux qui le font, parce qu'il faut bouffer. Ouais. Mais c'est très fort. J'admire beaucoup quand on réussit à le faire. Merci. Est-ce que tu as eu du mal à trouver ta place dans le monde de l'art? Ouais. On en a un peu parlé, mais. Ouais. En vrai, je pense que au-delà, de l'illégitimité de pas avoir fait les beaux-arts, etc., il y avait aussi, même dans mon esthétique et dans ma pratique, des choses qui étaient pas forcément ce qui marche dans l'art contemporain, parce qu'on m'a beaucoup dit c'est trop pop, c'est trop coloré, c'est trop figuratif, c'est pas assez conceptuel, un peu ce genre de réflexion. Donc pendant un moment, c'était dur en fait d'entendre ça. On m'a même dit des trucs du style tu mets trop tes tripes sur la table, c'est trop politique, c'est trop voilà. Donc et en fait maintenant je crois que c'est plus une force. Enfin, j'ai réussi à un peu surmonter ces critiques-là et en même temps faut accepter les critiques aussi. Donc voilà. Ça fait partie de notre métier. Exactement. Et j'ai réussi, exactement. Et surtout je pense, j'essaye en tout cas de garder quand même ma patte, même si effectivement ça correspond pas à la crème de l'art contemporain, ce qu'on peut voir aujourd'hui en termes de conceptuel. Mais en fait c'est moi et voilà, c'est ce que j'aime faire, donc je continuerai de le faire. Ouais. Ça veut rien dire, non, la crème de la crème. Moi, je veux dire, en vrai de vrai, on s'en
fou. Hein. Complètement, oui, complètement. Ça, c'était plus là où ma place était dure à trouver dans l'aspect de la légitimité de qu'est-ce que tu choisis de faire, même les sujets sur lesquels je travaille, etc., qui ont longtemps été considérés comme un peu des petits sujets du féminisme. Genre, au final, les femmes au foyer, on s'en fout. C'est que 1% de nanana du problème. Alors, bon, pour moi, déjà, mon discours, c'est de dire que c'est la base du problème, le travail domestique. Enfin, bref, voilà. Mais du coup, ça a été pendant longtemps un peu compliqué. Maintenant, ça va, ça y est. Heureusement aussi, on commence à s'ouvrir un peu sur le fait que si, les femmes, il faut s'en préoccuper. Ouais. Donc, ça vient un bon moment, tu en fais partie, on se bat toutes ensemble. T'as quel rapport, toi, aux réseaux sociaux? Alors, d'un point de vue personnel, forcément un rapport un petit peu problématique. Voilà, beaucoup de temps passé dessus, beaucoup de trucs liés à la santé mentale, etc. Mais par contre, en termes professionnels, c'est quand même un outil que j'utilise beaucoup et qui fonctionne aussi, j'ai l'impression, parce que je suis assez à l'aise avec le fait de communiquer sur ce que je fais. Je trouve que ça change quand même beaucoup de choses. Enfin, j'ai l'impression, ne serait-ce que pour garder aussi un lien avec tout ton réseau, c'est une manière d'actualiser, régulièrement sur quoi tu travailles, etc. Donc j'essaye quand même de rester accrochée à ça. Après, c'est aussi pour moi un sujet d'étude, parce que du coup, là, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé pendant 2 ans, qui s'appelle Stay at Home Girlfriend, partait d'un hashtag. Donc c'est aussi un sujet d'étude pour moi, parce que en fait, ça fait clairement partie maintenant de notre écosystème social. Ça rentre en compte dans tout, quoi. Enfin, c'est un nouvel outil, quoi. Ouais, donc toi tu le vois vraiment comme un outil. Pas que, ça fait aussi beaucoup de mal, mais en tout cas moi je l'utilise comme un outil dans ma carrière et en même temps comme un sujet d'étude dans mon travail. Voilà. Est-ce que pour toi les réseaux sociaux ça fausse le rapport à l'art? Je sais pas si ça fausse le rapport à l'art, mais par contre je trouve que ça fausse le rapport à l'image, dans le sens où en fait on est tellement baigné d'images et c'est tellement accessible et un temps d'attention. Enfin, même moi aujourd'hui, quand t'es en train d'être sur son téléphone, genre tu vois une image, ça dure 1 seconde. Oui. Et en fait tu passes à une autre et t'es dans un flot d'images qui fait qu'en fait des fois au milieu de ça t'as des œuvres d'art, en fait elles paraissent hyper, t'as plus un temps d'attention, tu les vois plus. Ça a banalisé un truc de l'image, même de la photo, enfin de plein de choses comme ça, qui est différent de ce qu'on avait à l'époque de juste la publicité à la télé ou l'affichage dans la rue. Enfin, il y a un truc beaucoup plus permanent, quoi. Ouais, de qui d'ailleurs à l'époque était du coup plus qualitatif. Ouais, exactement. La publicité, quand tu la regardes à l'époque, il y avait des choses magnifiques. Exactement. Tu te prenais dans la tronche, c'est des œuvres. Puis il y avait un peu de la créativité aussi dans la publicité qu'on retrouve pas trop aujourd'hui. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes artistes, jeunes au sens personnes qui se lancent dans l'art, qu'est-ce que ce serait? D'essayer de rester soi-même, justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, même si ce que vous faites, je parle aux auditeuristes, même si ce que vous faites ça ne plaît pas, continuez de le faire. Non, en vrai, vraiment de pas suivre les modes, parce que des fois ça va vite aussi d'être en mode ça marche en ce moment, donc en fait aussi vu qu'il faut que je vende et que j'expose, je vais un peu dans cette... Non, en fait je pense que ça c'est vraiment pas la bonne solution, au contraire, parce qu'en fait la roue de la mode elle tourne, donc à un moment vous faites plutôt de l'installation avec tel truc, c'est peut-être pas à la mode là en 2025, mais en fait en 2027 ça va revenir, donc juste restez qui vous êtes, voilà, et après d'être politique. Oui. Je vais te poser la question quand même si on a la réponse, mais ça va lancer cette question-là. Est-ce que pour toi, l'art, c'est politique? Oui, bien sûr, l'art est politique pour plein de raisons. Déjà parce que moi, j'aurais du mal à dissocier ma pratique d'un discours politique. Ça s'inscrit 100% dedans. Que je pense que globalement, le travail d'artiste, c'est aussi être porteuse de son temps. En fait, on est comme un peu les témoins de nos générations, des problématiques en fait sociales, politiques qui nous traversent au moment T. J'ai l'impression que les artistes sont vraiment souvent, et je vois beaucoup ça autour de moi, de tous mes amis artistes, on est comme en première ligne pour parler de ces sujets-là, et ils sont multiples. Donc il y a ça, et d'ailleurs une réflexion que j'aime beaucoup, c'est Bourdieu dans son livre La Distinction. Désolée pour la citation un peu bobo j'ai cité Bourdieu dans mon podcast. Mais qui en gros dit que là il va falloir mettre des mots pour vulgariser Bourdieu, c'est très dur. Bon courage. Ouais. Mais en gros il explique que en fait les artistes on est un peu comme une catégorie sociale à part, parce que bien que les codes de l'art sont on a l'impression qu'ils sont destinés aux bourgeois parce que la bourgeoisie s'en empare, en fait au final le travail d'artiste c'est vraiment de transgresser les normes et les catégories sociales, là où en fait la bourgeoisie, bien que elle va vraiment être en mode je clique pour l'art, la culture, voilà c'est mes codes, ça me parle, en fait eux ils ont
aucun intérêt en tant que classe à ce que y ait un système de domination qui s'effondre, parce qu'en fait sinon ils vont perdre leurs privilèges. Et du coup c'est pour ça qu'on retrouve souvent, et d'ailleurs dans l'histoire de l'art et l'histoire des artistes, les artistes sont toujours proches des classes populaires et sont dans des dynamiques politiques, enfin qui ont toujours été quoi. C'est historique. Bon après ils sont pas tous ok, mais globalement les artistes sont enfin pour moi c'est grave politique. Puis en fait même déjà faire le choix d'être artiste c'est hyper politique. Enfin t'es complètement en dehors du système de travail classique, donc ouais. Et c'est rigolo, tiens d'ailleurs par rapport à ça, parce que ça c'est quand même très fort et très présent, et avec tout ce qui se passe, notamment avec le mouvement MeToo au cinéma en ce moment, on se dit putain mais c'est fou qui sont tous ces gens qui ont créé pendant si longtemps et qui sont problématiques. Est-ce qu'on est en train de découvrir justement une césure où il y avait peut-être quelque chose de plus bourgeois et de plein pouvoir qui existait dans le cinéma et qu'on n'avait pas dans d'autres formes d'art, et qui du coup là est en train de disparaître? Ou qu'est-ce qui fait pour toi, peut-être que tu n'as pas du tout la réponse, que ça a toujours, c'est quelque chose de très populaire et qu'en même temps on est en train de découvrir et d'ouvrir une boîte de Pandore où on voit qu'on a toute une génération d'enculés, excusez-moi le terme, qui a eu les pleins pouvoirs sur un milieu particulier de l'art? Ouais. Attends, mais du coup ça, ok, mais attends, ta question de base, c'est est-ce que je pense qu'il y a une césure ou est-ce qu'il y a eu un endroit différent? Comment Alors en fait, en vrai, je sais pas, parce que en 2018, j'étais pas encore dans le monde de l'art pour le coup, mais je pense que quand même, pour avoir juste été spectatrice de ce qui se passait, je pense qu'il y a eu quand même une césure. Pas sur parce qu'en fait ces enculés là dont tu parles, ils sont encore là. Malheureusement, ils sont encore en poste, ils sont encore en vie, y compris dans l'art contemporain. Genre ils sont encore là, ils sont pas encore à la retraite. Mais quand même ils sont en train de prendre la porte de plus en plus, parce que les nouvelles générations arrivent, il y a de plus en plus de jeunes commissaires par exemple qui sont au fait de ces questions-là. Mais je pense que là où il y a eu vraiment une césure, c'est sur le fait de un peu ce truc de la honte change de camp, et en fait on en parle. C'est ça qui a été pour moi la grosse scission, c'est le fait qu'on en parle et qu'il y a peut-être plus ça va plus être aussi facile en fait d'agresser d'autres personnes, d'être dans cet entre-soi, de même aussi cette espèce de classisme où en fait on a les pleins pouvoirs sur tout. En fait là on leur met de plus en plus de bâtons dans les roues quand même. Voilà, après pas encore assez malheureusement, mais moi j'ai quand même espoir que ça soit en bonne voie. Oui, mais je pense plus de tout. C'est vraiment la parole. On apprend par il faut prendre toutes les petites victoires, c'est une petite victoire sur une autre petite victoire sur une autre petite victoire qui finira par nous donner. Je trouve que même la parole entre nous, entre personnes d'une même génération, elle s'est complètement déliée sur plein de choses, enfin même pas que sur ça, mais globalement j'ai l'impression qu'on parle plus aussi des choses qui vont pas, des choses qu'on a vécues, de même la notion de traumatisme, j'ai l'impression que je l'avais jamais entendue avant. Bon après peut-être parce que j'étais enfant, mais tu vois il y a un truc. J'ai parlé avec une femme que j'ai beaucoup côtoyée, qui elle a travaillé dans la pub, elle faisait des affiches, elle est assez ouf, et elle pendant 20 ans de sa vie, quand elle allait voir le psy, c'était à la pause midi, elle laissait son manteau à la chaise de son bureau. Et pour partir, elle ne disait jamais qu'elle allait à la psy. C'était une honte de dire qu'elle allait chez un psy. Alors que en fait, putain, mais les gars, tout le monde devrait aller chez le psy, c'est la base. Mais au moins maintenant, on en parle. Genre, on est comme ça, on boit un verre, et en fait, tout le monde est là, moi je vois une psy, et en tout cas de notre génération, personne n'est choqué de ça. Et même donc, tu vas dire, attends, moi si tu veux, je peux te donner. Moi, exactement. Je passe ma vie à donner tous mes Alors moi, la mienne, elle est bien, mais par contre, elle est un petit peu psycha. Si tu cherches une neuro, c'est moi. J'ai essayé cette technique un peu alternative. Est-ce que tu aimes le MDR? T'aimes bien quand c'est un peu perché ou pas? Parce que mon énergéticienne, elle est super. C'est que ça. Mais oui, et je suis d'accord avec toi, parce que je sais que moi, sur les traumatismes, etc., aujourd'hui, ça fait partie de ma démarche militante de pas avoir peur de dire aux gens, bah moi j'ai vécu ça en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que les gens vont se dire, ah putain, on peut le dire. Ça fait partie des toutes petites choses qu'on peut faire effectivement pour essayer de faire bouger un tout petit peu les choses, quoi. Très bien. Est-ce qu'on a assez parlé de ton engagement précisément politique dans ton art à toi? Est-ce que toi t'as envie d'ajouter des choses par rapport à ça? Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas assez parlé de de tes combats dans ta peinture. Est-ce que tu vois ce que je veux dire quand je dis ça ou pas? Ouais, genre un peu de ma démarche et comment... Bah si. Pourquoi dans tes dessins, tes peintures, il n'y a pas souvent de visage? Petite question. Merci Manon. C'était très mignon. En fait, je pense qu'au départ, c'était pas forcément conscient quand j'ai commencé la peinture, parce que ça me faisait un peu peur.
de peindre des visages. J'en ai fait quelques-uns quand même, mais qui pouvaient être perçus un peu comme dérangeants. Alors, je sais pas si c'est... Ouais, avec le dentifrice. Souvent, ceux où il y a des visages, c'était des autoportraits. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'aidait aussi à porter un message plus global et que du coup, ça soit pas identifié que sur un type de personne, qu'il y ait quelque chose où en fait, tout le monde peut s'identifier à la question et que ça devienne presque un peu comme une entité. Genre, mes personnages sont des entités qui sont certes des corps humains, souvent nus, qu'on reconnaît, mais dans des formats qui sont presque pas réels. Enfin, il y avait un peu une envie d'espèce d'immense déesse géant. Enfin voilà, un truc un peu comme ça qui revient souvent. Ou des parties du corps qui du coup, voilà. Après, ce que j'essaye aussi beaucoup, c'est de pas reproduire un male gaze et d'avancer aussi un peu ça, parce que du coup, je travaille beaucoup sur des corps nus et j'essaie vraiment d'apporter un regard qui est désexualisé sur le corps féminin. Mais voilà, et en fait, la plupart aussi du coup des corps sont mon corps. Enfin, du coup, le modèle c'est moi. Enfin, souvent je me prends en photo. Au début, c'était pour des raisons pratiques, puis en fait, c'est devenu quelque chose avec lequel je suis assez à l'aise. Et du coup, il y a aussi un truc je m'expose aussi. Enfin, en fait, quand on voit mes toiles, c'est comme si on me voyait nue. Et ça, pareil, c'est un truc que j'ai dû dépasser aussi et que maintenant j'accepte et dont je suis fière. Mais donc, mettre un visage en plus, ça aurait été, je pense, compliqué à un moment. Là, ça devenait un peu trop. Ouais. Peut-être, ouais. Intime. Ouais. Donc voilà, c'est juste plus j'utilise mon corps pour parler de quelque chose, mais c'est plus un moyen qu'une fin en soi. Je pense que ça pourrait évoluer, ça. Peut-être, ouais. Ouais, peut-être. Et oui, et du coup, sur ta question sur l'aspect politique dans mon travail, en vrai, c'est vraiment, moi, j'ai vraiment cette idée que l'art doit être accessible parce que tout le monde grandit pas forcément avec des codes, surtout dans l'art contemporain particulièrement. Et en fait, moi, mon espèce de leitmotiv, c'est de me dire toujours que si ma mère vient à une de mes expos et qu'elle comprend pas ni mes peintures ni le sujet sur lequel je travaille, c'est qu'à un moment j'ai foiré quelque part. Voilà, ça c'est mon leitmotiv. Il faut que en fait ça soit un minimum accessible. Alors après, chacun a son interprétation, mais moi l'idée c'est qu'en fait la peinture, elle est juste au service du message. C'est juste ma manière à moi parce que c'est ce que j'ai trouvé mieux que des mots, mieux que de l'écriture, mieux que voilà une vidéo. Je sais quoi d'autre. Enfin, l'idée c'est quand même qu'il y a un message et qu'en fait quand les gens ils sortent de l'exposition, ils aient genre des infos. Et c'est pour ça aussi que je me base sur des chiffres et des vraies études pour en fait leur dire, bah voilà, quand je parle de travail domestique, en fait, c'est vrai, il y a des scientifiques qui ont travaillé là-dessus. Voilà, les femmes, dans leur vie, passent 4 ans de plus à faire des tâches domestiques. En fait, c'est un énorme problème. Donc moi, l'idée, c'est vraiment de faire décoller une petite réflexion chez les gens. Enfin, c'est comme ça que je vois mon travail, quoi. Toi, l'élitisme du conceptuel, c'est vraiment pas ton... Ouais. Je comprends ceux qui le pratiquent, mais moi, j'aurais comme l'impression de trahir un peu qui je suis. Puis en fait, c'est même pas ce qui me plaît. C'est, voilà. Merci. Un dernier mot à ajouter ou pas? Ben, merci à vous. Et moi, est-ce que je peux vous poser une question? Ouais. Quel est votre côté politique dans le fait de créer un podcast? Waouh. Quel est votre le choix du sujet, tout ça? Alors, le choix du sujet, bah déjà vraiment, c'est venu de moi les questions que je me pose. Ouais. De façon générale, je me dis si moi je me pose des questions, il y en a forcément d'autres qui se les posent aussi. Donc répondons. Et il faut qu'on Répondons-y, c'est ça. Répondons-y ensemble. Waouh, terrible. Voilà, je me suis dit, il y a un moment où si moi je me pose des questions, il y en a forcément d'autres qui se les posent. Donc c'est important d'avoir des réponses qui sont pas des vérités ultimes, parce que je pense qu'il y a pas de vérité universelle, on va dire. Mais je pense que c'est important d'avoir des avis différents justement pour construire des pensées. Je pense aussi que j'ai du mal avec beaucoup de nos médias et qui sont trop contrôlés et que même si heureusement on n'a pas que les TV type CNews et BFM TV, mais que ça existe quand même beaucoup et que je vois des gens qui ont ça en boucle dans leur salon toute la journée et que c'est du lavage de cerveau et que ça fait mal. Et je trouve que c'est important. On a le podcast aujourd'hui qui permet énormément de donner autre chose, de donner d'autres voix, de donner d'autres aspects, que c'est aussi une manière, moi j'aime le fait qu'on soit simple, enfin j'ai l'impression qu'on est simple en tout cas, et je veux pas devenir élitiste et prise de tête, et j'aime le fait qu'on discute comme ça, comme si on buvait un café, parce que je trouve que ça rend la pensée accessible. C'est le genre de choses que moi j'aime écouter, même si parfois je dis des conneries et que voilà, bon bah je me risque à dire des conneries, mais au moins j'ai l'impression que tout le monde peut du coup l'écouter, être d'accord ou pas. Après ça c'est propre à chacun, ça s'appartient. Et en plus, enfin, vu que moi en tant qu'actrice, je fais beaucoup de télévision. J'ai pas nécessairement, pour le moment en tout cas, eu accès au cinéma et aux réflexions que j'avais vraiment envie de donner. J'ai pas encore trouvé le moyen vraiment moi dans mon art de le transmettre. C'est notre manière d'y toucher parce que ça me touche beaucoup, parce que je suis catastrophée quand je vois le monde dans lequel on vit. Ça me fait vraiment du mal, en plus ça me travaille et donc j'avais besoin de pouvoir redonner aussi. Tu parlais de redistribuer. C'est avec mes frais que je fais tout ça, tout ce podcast, et donc j'avais besoin de redistribuer un peu ça
et de financer du coup par la télé, etc. Je ne jette pas la pierre à ce que je fais parce qu'en plus on en a besoin et que ça fait du bien et que j'aime ça et que je m'éclate quand je joue ce que je joue. On en a vraiment aussi besoin de cette télé-là, mais ça me permet de donner du sens et de donner de la voix à certaines choses. Ouais. Voilà. Donc finalement, on se rejoint sur le côté accessible. Absolument, mais absolument. Trop bien. Voilà. Merci de m'avoir posé cette question. Merci à toi. Trop chouette. Et merci à tous, gros bisous. Ah non, et merci à Manon, qui a posé une question en plus, j'adore, qui fait la direction artistique du podcast et qui me suit et sans qui je ne pourrais pas être là. Et à Hugo de Saint-Gilles, qui le rend écoutable. Bisous. Merci Lucia, merci Manon.